Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf et bienvenue dans votre émission Opinion. Opinion qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Fatimé Raymond Habré, épouse d'Hissène Habré, ancien président du Tchad. Madame Habré, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu venir répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce lundi 20 juillet 2015 s'ouvre à Dakar le procès de votre mari, ancien président du Tchad, Hissène Habré. Il est poursuivi pour de présumés crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Maintenant, dans quel état d'esprit attendez-vous ce rendez-vous? Tout d'abord, je voudrais dire Deweneti à tout le monde. Mabrouk al-Eid, Eid al-Saïd Bakhit, Kullu am amtum bekhair, Saha wa salama à tout le peuple sénégalais. Je l'ai dit il y a quelques jours, nous sommes dans un état d'esprit en position de combat, comme je l'ai dit. Mais au-delà de tout ça, à quelques heures, dirais-je, de l'ouverture de ce pseudo-procès, on peut se retourner un peu et voir un peu ce qui a jalonné ces 15 années d'harcèlement judiciaire, d'harcèlement médiatique contre la personne du président Hissène Habré. Cette longue route est une route sinueuse, tortueuse, jalonnée et parsemée d'échecs, je dirais. Même si ils ont réussi à mettre le président Habré en prison depuis 2 ans. Beaucoup de choses, on va l'expliquer. D'abord, le premier échec, je dirais que c'est l'échec, en quelque sorte, si on fait le bilan de ces 15 années, je dirais que la démocratie sénégalaise, l'état de droit au Sénégal s'est affaissé pendant cette affaire Hissène Habré, et on a eu bien l'impression et la certitude que cet état de droit a été malmené sur tous les angles. Premier échec, l'échec, je dirais, du droit d'asile. Du droit d'asile, puisque le président Hissène Habré a bénéficié d'un droit d'asile officiel décidé en Conseil de ministres et annoncé au peuple sénégalais. Ce droit d'asile supposait quoi? Des obligations des deux parties. L'obligation qui incombait au président Hissène Habré, c'était le respect de l'obligation de réserve. Et je pense qu'il l'a fait, il l'a respecté scrupuleusement, malgré beaucoup de choses. Il l'a respecté, en cela il a été un homme de parole. Mais l'État du Sénégal, lui, n'a pas respecté sa parole. Il a failli à ça. Deuxième échec, très important. Donc, on a vu se créer une espèce de monstruosité juridique qui sont les chambres africaines et qui vont voir se présenter devant eux un seul homme. Un seul homme, ce qui ne s'est jamais vu dans le monde entier. Il n'y a jamais eu une juridiction pour juger un homme dont on dit qu'il est responsable de tout. Ça ne s'est jamais fait. En cela aussi, c'est un échec. Autre échec important, c'est échec aussi de toutes les institutions sénégalaises qui ont eu à juger l'affaire Habré. Et il y en a eu beaucoup. Nous avons eu la première, la Cour de cassation, la plus haute juridiction de ce pays, qui a donné des arrêts qui devaient mettre fin à cette affaire. Mais les hommes politiques ont pris l'affaire Habré, l'ont déportée aux chambres africaines pour revenir créer une espèce de mandat, un faux mandat, pour le rejuger. En cela aussi, on a violé la décision de la Cour de cassation et partant, on a affaibli cette institution puisqu'on n'a pas respecté sa décision. Autre chose, d'autres institutions ont eu à gérer l'affaire Habré. On a eu la Cour suprême qui a eu à bloquer tous nos recours. On a eu le Conseil constitutionnel, garant de l'état de droit, gardien de la Constitution, qui a aussi, ce Conseil constitutionnel s'est prononcé de manière irrégulière, illégitime, en allant jusqu'à falsifier un article de la Constitution sénégalaise pour aider le gouvernement. Et en cela aussi, il y a eu une défaite un peu du droit dans cette affaire. Oui. Autre chose, toujours, dans le cadre de ces institutions qui ont été mises à l'épreuve et mises à mal, parce que ces institutions, c'était de véritables contre-pouvoirs qui devaient exister, exercer leur mission et ont été mises à l'épreuve par l'affaire Habré. Et qu'est-ce qui s'en est découlé? Une institution importante, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aussi a eu à connaître de l'affaire Habré à travers des modifications, ce qu'on a appelé la révision constitutionnelle Hissène Habré,
dont l'objectif était de remettre en cause l'un des plus grands principes du droit pénal, c'est-à-dire la non-rétroactivité des lois pénales. Ça a été remis en cause. Il y a eu aussi la remise, la suppression, je dirais, de la saisine individuelle du Conseil constitutionnel, ce qui était d'ailleurs, c'était une idée de M. Reed Brody, qui nous a empêchés de saisir en amont très tôt le Conseil constitutionnel. Il y a eu enfin l'accord judiciaire de création des chambres africaines avec toutes les péripéties du faux qu'on connaît qui ont donc amené ceci. Oui. Maintenant, avec toutes les péripéties qu'a connues cette affaire, avez-vous envie de dire aujourd'hui vivement qu'on en finisse? Qu'on finisse de quoi? Je dirais que c'est un système. J'aurais souhaité continuer un peu pour montrer que tous les acteurs qui ont été impliqués et qui vont conditionner ce qu'on attend. Voilà, ce qu'on attend. Je dirais aussi que les ONG qui sont un des acteurs fondamentaux dans cette affaire, notamment par la présence, l'omnipotence, l'omniprésence, je dirais, de Human Rights Watch, qui est vraiment un architecte. Reed Brody, très actif. Absolument, dans un véritable architecte, un donneur d'ordre dans cette affaire. C'est au nom de la justice qu'il le fait, non? Non, je dirais que c'est un échec, pour moi, c'est un échec lamentable parce que M. Reed Brody a pris le dossier Habré pendant des années, on l'a tous suivi, au moins 10 ans. Il est dans le dossier depuis 1999. Voilà, oui. il a parcouru le monde avec le dossier Habré pour chercher des financements. Mais personne n'a financé. Personne n'a voulu, n'a jugé utile, n'a jugé ce dossier crédible pour le financer, pour apporter l'argent de ses contribuables. Au finish, qu'est-ce qu'il a fait, M. Brody? Eh bien, ils se sont tous retournés vers Idriss Déby. Ils ont accepté l'argent d'Idriss Déby quand on connaît les violations des droits de l'homme de M. Déby, et en le faisant, en lui donnant cette place de choix dans ce procès en étant un bailleur principal. Et partant de cela, je dirais aussi que c'est un échec aussi de la communauté internationale, puisqu'elle-même n'a pas jugé utile, mais a pris l'argent de cette dictature de M. Déby pour pouvoir lui donner cette place de choix qu'il ne mérite pas et en faire un acteur principal de ce procès. Donc, je dirais aussi que cette communauté internationale, aujourd'hui, elle s'est signalée, si on peut dire, dans la phase dernière là, ces dernières phases de 2-3 mois, on a vu se positionner toutes les ambassades occidentales. Cette communauté internationale était absente du dossier depuis le début? Non pas, elle était, disons, si on peut dire, aujourd'hui les loups sont sortis du bois. Ils sont tous sortis du bois. Aujourd'hui, dans la phase finale, en amont, ils étaient un peu cachés dans l'ombre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Or, aujourd'hui, si on voit, c'est parce qu'on est en Afrique qu'il se passe des tas de choses impossibles. Une ambassade, sa fonction, sa mission, ce n'est pas de s'ingérer dans une affaire judiciaire. Je pense qu'une ambassade, c'est des relations diplomatiques avec le pays, c'est des relations culturelles, économiques, etc. Mais une ambassade ne peut pas rentrer dans une affaire judiciaire. Si elle l'a fait au vu aussi de tout le monde, en ayant des déclarations, en faisant des points de presse, en s'ingérant, l'ambassade suisse, il n'y a même pas 2 jours, a fait un atelier des médias, des journalistes, formation pour financer le procès. Ce n'est pas sa mission. L'ambassade des Pays-Bas a pris des gens pour des écoles, des recrutés de professeurs, pour même simuler, faire un procès Habré parallèle, en prenant un monsieur, en l'habillant comme le président et en l'appelant Hassan, et en le condamnant à perpétuité. C'est quelque chose de délirant. Ça annonce la couleur. Mais bien sûr, et donc, vous avez l'ambassade de France, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a positionné tous ces juristes qui sont aujourd'hui les vrais juges des chambres africaines. C'est eux. Donc, vous avez au moins, et dans une de nos points de presse, nous avons donné les noms de ces 13 juristes qui font tout. C'est eux qui font les réquisitions. D'ailleurs, je dirais même que demain, le procureur Bakefal va faire son show. Ce texte qu'il va lire, qu'il va parler, a été fait par Mme Élise Le Gall, qui est vraiment, elle, le véritable procureur des chambres africaines. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on nous dit que l'Afrique juge l'Afrique, où est-elle, cette Afrique? C'est l'argument massue, en tout cas, de cette fameuse communauté internationale. Elle dit que ce procès constitue un symbole pour la lutte contre l'impunité en Afrique. Non, je dirais que c'est faux, parce que la lutte contre l'impunité, elle concerne beaucoup de choses. Et je dirais, puisque s'ils prennent le cas du Tchad, la lutte contre l'impunité, si on veut, puisque leur mission, la mission qui a été donnée à ces juges n'a pas été respectée. On le verra peut-être plus loin dans l'exercice de leur mission au Tchad. La lutte contre l'impunité, aujourd'hui, on a quoi? La lutte contre l'impunité, c'est Hissène Habré seul
On a vu au Tchad, tous les gens qu'ils ont convoqués ont refusé. Non, pas du tout. La responsabilité pénale, elle est personnelle. Si votre frère tue quelqu'un, on va dire Pierre-Édouard Faye est l'aîné de la famille, c'est lui qui va prendre la prison. Non. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des enquêtes à charge et à décharge pour pouvoir bien asseoir la responsabilité et vérifier la recherche, la vérité. C'est pas ce qui a été fait. La lutte contre l'impunité, je pense que aussi, elle s'applique aussi à eux. Voilà, et on a eu à le donner beaucoup d'exemples en Afrique où eux aussi échappent totalement à la justice. Oui. Pour en revenir à la question de tout à l'heure, avez-vous envie d'en finir avec ce dossier? Nous, on est dans ce dossier depuis 15 ans. Je dirais que nous sommes toujours on a toujours été dans une situation de souffrance, puisque c'est nous qui subissons tout. Hein. On a affaire à des gens sans éthique, sans morale, des gens qui ont mis leur Dieu, c'est l'argent, puisque aujourd'hui on voit bien que l'affaire Hissène Habré, c'est un troc. On a troqué Hissène Habré contre des intérêts politiques au niveau de l'exécutif sénégalais. On a troqué, les ONG ont troqué la justice et normalement... Ils en font un fonds de commerce. Mais bien sûr, puisque qui finance? Il faut se poser la question. De tout temps, vous savez, quand quelques personnes défendaient Hissène Habré, on disait, oh, ils ont dû de l'argent d'Hissène Habré. Mais aujourd'hui, c'est qui a les milliards? On voit les milliards dans les chambres africaines. On voit les ONG qui pendant 15 ans ont eu des moyens incroyables. D'où viennent-ils? Aujourd'hui, Reed Brody a positionné presque 20 personnes ici à Dakar avec qu'on va loger, nourrir, payer. C'est qui paye tout ça? Qui a payé tout cet argent pendant 15 ans? Vous voyez? Donc ça veut dire que l'affaire Habré a des soubassements importants puisqu'on a vu l'implication du Tchad. Et c'est très important parce que vous voyez aujourd'hui le Tchad, la figure que donne le régime de Idriss Déby. On a même les membres de cette communauté internationale. On a par exemple l'UNICEF qui a dit récemment que c'est la première fois dans l'histoire de son histoire de l'UNICEF, depuis l'existence de l'UNICEF, qu'ils vont mener la plus grande opération d'intervention pour des cas de malnutrition dans la zone du Kanem au Tchad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un pays qui a des revenus pétroliers extraordinaire depuis 2003 et qui a une population de 0 à 5 ans qui bat le record de mortalité. On a Oxfam qui fait partie aussi de cette communauté internationale. Qu'est-ce qu'elle dit? Oxfam a dit, nous avons des poches de famine importantes dans le centre du Tchad où on voit des villages entiers, des femmes quitter leur village pour aller détruire des termitières et prendre le mil et le consommer. Et on a une communauté internationale qui accepte qu'un régime pareil détourne des milliards de pétrole pour venir le financer. Vous pensez quoi? Que les priorités sont ailleurs pour la communauté internationale? Mais la communauté internationale, ce qui est important pour eux, c'est des symboles, c'est-à-dire qu'Hissène Habré, c'est un homme qui s'est engagé, qui est un intellectuel, un nationaliste, qui a défendu les intérêts de son pays. Quelque part, il était en avance sur la classe politique de son pays. Quand vous dites défense, intégrité territoriale, vous dites quoi? Vous dites aussi préservation des richesses de votre pays. C'est très important. Aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose aux pays africains, c'est leur question du développement. Mais on ne peut pas se développer si vous avez tous les secteurs clés d'un pays qui sont aux mains des grandes multinationales et qui vous pillent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas vous développer. Et donc, en cela, la communauté internationale veulent donner simplement des leçons aux Africains pour les mettre encore plus à genoux. Hissène Habré a été un homme engagé, il a défendu son pays. Mais accusé de crimes de sang. Oui, d'accord, mais ils ne l'ont pas prouvé. Je suis désolé. Et quand on voit comment les choses se sont passées, comment les juges des chambres africaines, c'est très important. Quand on parle de 40 000 victimes. Non, présumées. Mais où elles sont? Aujourd'hui, vous allez avoir seulement peut-être 100 personnes qui vont venir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quand on dit que les juges doivent aller au Tchad, prenons le cas, un juge d'instruction, c'est quoi? Un juge d'instruction, c'est quelqu'un qui enquête. On dit que c'est un juge enquêteur. Il enquête. D'abord, il est juge. En étant juge, c'est quoi? C'est quoi un juge? C'est un magistrat impartial et indépendant. Donc, bismillah, au niveau du juge, est-ce que les juges des chambres africaines sont des juges indépendants et impartiaux? C'est faux, pas du tout. Ils n'ont pas été indépendants déjà, ils dépendent du Tchad, on l'a vu, ils se sont empêtrés dans des problèmes de per diem qu'ils ont touché deux fois, ce qui a permis au Tchad de revenir ici et de réclamer, de les humilier, de dire qu'on veut notre argent.
Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'indépendance. Deuxièmement... On ne peut pas douter de ces magistrats-là. Ah si, non. Je dis que je n'ai pas douté d'eux comme ça. Je les ai jugés sur pièce, sur acte. Et on va le voir, on les a vus à l'œuvre. Sont-ils impartiaux? Je dis non. Parce que d'abord, quand vous voyez, on a vu l'historique de toute cette défaite du droit. Et vous avez la volonté affichée du président de la République de tenir un procès. Vous savez, ça veut tout dire. Quand on dit, moi, je vous donne la mission de tenir un procès, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire vérifier les faits si Hissène Habré est coupable. Non, ça veut dire non. Ça veut dire qu'on m'a dit, je me suis engagé auprès de l'Élysée, auprès de la communauté internationale pour qu'on juge Hissène Habré. Coupable ou pas coupable, ce n'est pas mon problème. Je ne veux rien voir. Vous devez foncer et vous devez arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au Tchad. C'est très important. Ils sont allés au Tchad, les juges enquêteurs. Leur mission devait être d'enquêter à charge et à décharge. Ça veut dire quoi ça? Enquêter à charge et à décharge. Ça veut dire, prenons le cas aujourd'hui, tous nos enfants et nous-mêmes, on regarde beaucoup les séries policières. Ça veut dire que si vous arrivez sur une scène de crime, si vous êtes un juge enquêteur dont la mission est de rechercher les coupables, vous devez faire quoi? Vous allez enquêter, récupérer les pièces, les ADN. Ça veut dire que si, par exemple, sur cette scène de crime, Pierre-Édouard, on trouve votre ADN, alors comment accusez-moi? D'accord? Normalement, le juge va dire, c'est pas Madame Habré parce que nous avons trouvé l'ADN de Pierre-Édouard. Mais ce que font les juges des chambres africaines, c'est quoi? Ils disent, ils sont arrivés, ils ont dit non, nous on cherche, cherchez-moi quelque chose qui va me rattacher à Hissène Habré. C'est tout ce que je veux. Oui, ils n'ont pas manqué d'arguments. Non. Ils disent qu'ils n'ont pas vu une personne qui ferait un témoignage favorable non. au président Habré. Attention. Les gens n'ont pas voulu témoigner en votre faveur. Non, pas du tout. D'abord, c'est pas ça. Quand ils sont arrivés, d'abord, ils se sont positionnés dans un commissariat de police. Je pense que les commissariats de police, c'est des lieux de répression, normalement, tels qu'on voit au Tchad. Donc, théoriquement, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que nous sommes complices de ces régimes. D'accord? Quand on voit un pays dont on connaît la nature, on a vu M. Baké Fall arriver au niveau, je l'ai dit une fois, à la télévision nationale, attaquer Hissène Habré. Les gens, quand ils l'ont vu, ils ont dit, ben voilà, ceux-là, ils sont les complices d'Idriss Déby et on va se mettre en danger. Autre chose, vous voyez un président de la République qui, quand on annonce que la DIC ou la BIP sont venus enlever Hissène Habré, Idriss Déby a foncé, il a fait jour férié, machin, fête générale, machin, aller à la télévision, sauter, crier, danser. Et vous êtes une population et vous allez vous dire, mais le temps est déjà donné. Moi, je vais parler, je vais me mettre en danger. C'est quoi? Il y a une épée de Damoclès qui pèserait sur la tête des mais la preuve. Rester favorable oui, au président Habré. Mais c'est évident, non? La preuve, aujourd'hui, quand ils sont partis, j'ai dit qu'ils n'ont même pas tenté. Vous savez, quand quelqu'un, moi je reconnais à tout le monde le droit de venir se plaindre. Tout le monde peut venir se plaindre, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes un juge, il y a une dame qui vient, qui vous dit, voilà, monsieur le juge, je viens déposer une plainte, on m'a fait ceci, on m'a arrêté, etc. Vous, votre travail de juge, c'est quoi? Vous enquêtez. Donc vous écoutez cette dame, vous prenez le maximum d'informations, vous lui dites d'abord qui vous a arrêté, pourquoi on vous a arrêté, pourquoi c'est vous et pas votre voisine, et vous lui demandez tout ça. Et après, qu'est-ce que vous faites? À partir de ces éléments-là, vous allez aller chercher, parce que toute une histoire, chaque plainte, elle va mettre en jeu plusieurs acteurs. La personne qui est arrêtée, le pourquoi, etc. Or, c'est là où ils ont failli totalement et ils n'ont pas voulu ni rien. Dès que la personne dépose sa plainte, ils disent enregistrer, c'est bon, c'est Hissène Habré et puis c'est tout. Vous avez des gens, parfois, on leur a dit, est-ce que c'est... Vous avez vu Hissène Habré? Ils ont dit non. Même la formulation de leurs questions, on a lu toutes leurs fiches, même la formulation de leurs questions était orientée de façon à ce qu'on voulait faire dire des choses aux gens. Il y a des gens qui ont dit, nous, on ne connaît pas Hissène Habré, on l'entend à la radio, on n'a rien vu, c'est un tel commissaire qui m'a arrêté. Mais très bien. C'est un responsable en chef. Mais non, pas du tout. Mais responsable en chef, aujourd'hui, on l'a vu au Sénégal. En loi pénale internationale, c'est pas le chef. Du tout, pas du tout. C'est où ça? Jamais de la vie, ce sont des abus. Tout simplement, la responsabilité pénale, elle est personnelle. On établit les faits, on va dire quelle est la responsabilité, qui a fait quoi, quand et comment. C'est ça la justice. Ce n'est pas venir sur un terrain dire que nous on veut Hissène Habré, ramassez nous tout ce que vous pouvez trouver, fabriquons même à la limite du faux pour pouvoir accuser Hissène Habré. On n'a jamais vu dans le monde entier une chose pareille. Ça veut dire quoi ça aujourd'hui concrètement? Ça veut dire que si aujourd'hui un policier à Guédiawaye blesse quelqu'un, tue quelqu'un, c'est Macky Sall qu'on va arrêter et mettre en prison? Non.
Mais on l'a vu dans l'affaire Mamadou Diop. Même Harouna Sy n'est pas en prison. Donc ça veut dire quoi? Il y a une chaîne de responsabilité. Pourquoi il y a une chaîne? Il y a une hiérarchie. Il y a une chaîne de responsabilité pour établir qui a fait quoi, comment et quand. Oui. C'est ça la justice. Mais est-ce que vous n'êtes pas mieux loti que d'autres quand on voit Gbagbo jugé à la Haye, quand on voit Charles Taylor jugé à la Haye, Hissène Habré, on dit qu'il sera jugé ici au Sénégal. Vous, en tant qu'Africain, est-ce que vous n'avez pas une certaine fierté de voir votre mari devant la barre ici au Sénégal? Quelle fierté? Je pense que non, je pense que vraiment... Ce serait dégradant s'il était à la Haye. Mais la prison, c'est la prison. D'accord? L'humiliation, c'est l'humiliation. Le fait qu'on porte atteinte à votre honneur, c'est ça. Et je dirais, c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte, c'est dommage qu'un grand pays comme le Sénégal se prête à ce jeu-là, où nous, les Africains, on est toujours utilisés pour véhiculer des images contre nous, utilisés contre nos frères. Vous savez, même au temps de la traite, rappelez-vous, les quelques petits rois, les petits chefs de village qui ont vendu 2-3 personnes ont servi à certains esprits pour dire que les Africains ont collaboré à la traite négrière, et c'est tout à fait faux. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est dommage et c'est là aussi une espèce d'échec, je dirais, de la société quelque part civile sénégalaise qui n'a pas su, elle qui est si pleine de vitalité démocratique, d'esprit, d'analyse, au courant des faits, de l'actualité. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire du Tchad. Et je dis quelque part aussi, on a échoué parce qu'aujourd'hui, on s'est tu, on n'est pas capable de dire la vérité. Et vous savez, ça me rappelle aussi l'histoire de Sarkozy, qui était venu ici au niveau de Cheikh Anta Diop et qui a donc vraiment humilié toute l'Afrique dans ce grand temple au nom de Cheikh Anta Diop. Et il aurait suffi simplement d'un seul homme debout dans cette salle pour que tout le monde se lève. Vous voyez, donc c'est très important. Ça ne sert à rien après coup de faire 10, 20, 30 livres pour attaquer Sarkozy. Ça ne sert à rien. Ce qui était important, c'est que les gens marquent le coup, se lèvent. Un homme debout, c'est très important. Vous savez, la foule, si un homme se lève, toute la foule se lève. Et donc aujourd'hui, Hissène Habré, c'est ça ce qu'on lui reproche. On lui reproche de s'être levé debout et d'avoir remis en cause aussi ce qui est très important, c'est l'accord à l'époque de Mitterrand et de Gaddafi pour partager le Tchad. La théorie du 16e parallèle qu'on a exporté au Mali. Vous voyez, aujourd'hui, le Mali est divisé. Le Mali a perdu son nord, c'est très clair. Et ça, c'est faute d'un homme debout. Et donc, quand vous remettez en cause des enjeux fondamentaux, des enjeux qui... Il fait pour sa témérité. Voilà, c'est pour son esprit d'indépendance et de nationalisme. Et vous savez, tous nos nationalistes, où ils sont? Sur la scène internationale, tous les nationalistes, soit on les a tués, soit aujourd'hui on les a mis en prison. Ceux qui sont là, qui touchent au point sensible, c'est-à-dire ce qui va faire que nous, on va se développer. Il faut aussi poser la question, comment ça se fait que depuis 60 ans, nous, on n'arrive pas à se développer? Est-ce qu'on peut se développer si on est pillé? Mais ici, tout le monde se tait. Tout le monde se tait et c'est ça qui fait permettre. Donc aujourd'hui, c'est une meurtrissure. Je dirais que vraiment c'est dommage que vraiment un pays comme le Sénégal se prête à ce cirque. C'est une comédie, il n'y a pas de justice, c'est un non-procès. C'est vraiment tout à fait scandaleux. Oui. Et le moral de votre mari à quelques heures du début du procès est-il au beau fixe? Il y a Mbacké Fall qui dit qu'il est devenu désagréable d'un coup. Vraiment, j'ai écouté M. Mbacké Fall. Oui. Vous savez, c'était consécutif au problème, il a fait allusion au problème de santé. Je dirais qu'il a esquivé ou parce qu'il faisait face à des journalistes un peu complaisants. La question centrale de cette affaire de santé, c'était la question du dossier médical. Et je dis solennellement ici, et si quelqu'un peut me contredire, il n'a qu'à le dire tout de suite, je dis que depuis le 9 juin, date de la crise cardiaque du président, il est toujours sans soins. Ah oui. Il est toujours sans soins. Mbacké Fall, il dit que c'est lui qui renvoie le personnel soignant. Non, c'est ignoble. Et puis je dirais même que c'est de la mesquinerie. Franchement, moi je ne peux pas m'abaisser à ce niveau-là. C'est de la mesquinerie. Je crois que le président, tous les gens qui le connaissent peuvent avoir un avis sur sa personne, ceux qui l'ont côtoyé. Je crois que c'est un homme simple dans ses rapports qui respecte tout le monde. Et M. Mbacké Fall manque d'une manière grossière, je dirais très simplement, depuis le 9 juin, date de la crise cardiaque du président, il n'y a pas eu de soins, puisqu'ils ont refusé de donner le bulletin de santé, le rapport médical du président. Vous savez, le docteur Ndiaye, puisqu'il a dit que le docteur Ndiaye, le président lui manquait de respect, il l'a dit aussi. Je voudrais dire simplement que le docteur Ndiaye
Le 9 juin à 22h. Ndiaye, c'est le médecin de la prison. Du Cap Manuel. Il est arrivé à 22h le 9 juin, donc le soir même après le bilan de santé là. Il est arrivé et il a présenté une ordonnance. Il a présenté un médicament au président, un nouveau médicament, donc qui changeait celui qu'il avait eu avant pour son hypertension. Et le président lui a dit vous changez mon médicament, est-ce que il y a eu des séquelles de ma crise cardiaque qui justifient qu'on change de médicament? C'est logique. Et il a dit, il a cafouillé, il n'a pas été capable de répondre. Il a dit, toujours est-il que je vous amène ces médicaments. Il dit, oui, mais qui l'a prescrit, ces médicaments? Est-ce que c'est l'urgentiste de urgence cardio, le docteur Mandiogo Ndiaye, qui l'a prescrit, puisque c'est lui qui m'a consulté, ou c'est qui? Il dit que non, moi je ne peux pas vous... Bon, le président dit, donnez-moi cette ordonnance, je saurais bien qui l'a prescrit. Il dit que non, je ne peux pas vous donner une ordonnance. Vous devez prendre ces médicaments. Et le président lui a dit, non, je suis désolé, à mon âge quand même, je ne peux pas prendre des médicaments pour le cœur sans ordonnance. Et le docteur Ndiaye a dit, moi je ne peux pas donner l'ordonnance parce qu'elle fait partie du dossier médical auquel vous n'avez pas droit. D'accord? À partir de ce jour, monsieur le docteur de la prison, il est empêtré dans cette position, vous voyez, inconfortable, qui est la résultante d'un ordre donné par les gens de sa direction ou des Bakefal. Et du coup, il a disparu. Il a disparu de la circulation et donc il est dans son bureau. Ça fait peut-être depuis le 9-10 juin, il n'est plus jamais revenu voir le président. Alors je ne sais pas qui fait les rapports de santé de M. Bakefal. Il les a imaginés dans sa tête. Moi j'y vais tous les jours. Il n'y a personne qui a eu accès au président, qui l'a soigné et il est sans soin. Deuxièmement, la question de l'infirmière. Vous savez, quand ils l'ont abandonné sans soin, quand le médecin s'est replié complètement parce qu'il a vu que ne pouvant plus donner le dossier médical, le président lui a dit nous n'avons plus de rapport de médecin et de patient. Parce qu'un médecin, dans mon entendement, il discute avec son patient, il lui explique des choses, je regarde mon bilan de santé, je demande ça c'est quoi. Mais dans cette affaire, la façon dont vous gérez ma santé, vous le gérez comme un agent de l'administration, pas comme un patient, pas comme un malade vis-à-vis de son patient dans son meilleur intérêt. Il y a eu rupture de confiance. Voilà, et le président lui a dit, vraiment je suis désolé, mais là je ne peux plus vous faire confiance. Quand vous ne voulez même pas me montrer une ordonnance, je ne peux pas, et ce médicament je ne vais pas le prendre. Donc je ne peux pas vous faire confiance. Et c'est comme ça qu'il est parti. Donc je pense que ce n'est pas un manque de respect. Au contraire, je pense que c'est lui qui a manqué de respect au président en disant que je ne peux même pas vous donner une ordonnance. Donc l'infirmière, alors il est parti, il est resté 15-20 jours. Et puis il est venu, il a envoyé une jeune infirmière qui est venue à la prison, au poste de garde, et qui a demandé à venir prendre la tension du président. Voilà. Et le président... quand les gardes sont venus lui dire que voilà, il y a une infirmière, il a dit non, c'est pas la peine puisque moi on m'a abandonné ici sans soin. Nous on a pris des précautions, on lui a amené un tensiomètre, il prend sa tension. Il a dit je l'ai déjà prise. Donc vous dites à la demoiselle c'est pas la peine. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un contact direct du président avec cette jeune infirmière. C'est le poste de garde qui a relayé sa visite et lui il lui a dit c'est pas la peine, moi j'ai déjà, ça fait plus de 20 jours, je peux pas attendre, j'ai un tensiomètre. Oui. Voilà. Rester le 9 juin sans soins, cela signifie-t-il que sa situation de santé, sa situation sanitaire est chancelante? Est-ce qu'elle se porte bien? Non, alhamdoulilah. Oui. Je dirais qu'alhamdoulilah, mais je dirais que quand vous faites une crise cardiaque, d'accord, on ne sait pas. Vous savez, quand ils ont donc refusé de donner ce dossier médical, les avocats ont réfléchi, ils ont dit attends, on a la possibilité de demander une consultation extérieure. D'accord? Et ils sont allés le voir. Ils ont dit les textes nous permettent une consultation extérieure. Il a dit ok, vous avez le droit, vous pouvez aller le faire. Et c'est moi personnellement qui suis allé voir le professeur Serigne Abdouba de la clinique cardiologique de l'hôpital de Dantec. Et je lui ai exposé le cas et il a été quelque part choqué et il m'a dit ok, mais j'ai besoin de ce dossier médical pour bien soigner le président et voici le rendez-vous que je vous donne le jeudi à 10h. Je me suis rendu au niveau de l'administration de la prison, j'ai remis ce bulletin de rendez-vous là au directeur de la prison qui l'a pris et qui l'a amené au niveau de la direction. Le jeudi, personne n'est venu. Donc, ils ont refusé d'amener le président. Puis après, ils ont changé d'avis, ils sont repartis prendre un autre rendez-vous et ils sont partis amener le président au professeur Serigne Abdouba. Donc, le président a été consulté par le professeur. Il lui a fait faire un bilan de santé. Et, au finish,
on est revenu à la case départ, puisqu'ils sont partis s'emparer du compte rendu, du deuxième compte rendu, fait par le professeur Serigne Abdouba, et ils l'ont gardé chez eux. Donc c'est ça la vérité. Tout ce que raconte M. Baké Fall sort de son imagination. C'est Baké Fall qui dit qu'il tient à la santé du président. Cela vous rassure? Non, c'est faux. Je dirais que c'est faux. Quand on tient à la santé d'une personne, on ne l'enferme pas dans une cellule sans fenêtre. Voilà. Sans fenêtre. Sans fenêtre. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit maintenant du président? Quel est son moral à quelques heures du début du procès? Son moral est bon. Son moral est bon. Il est au beau fixe. Absolument. Et bon, au beau fixe, c'est difficile quand même. Quand on est dans une prison pendant 2 ans, il est là, il croit en Dieu, il sait qu'il n'a pas à se reprocher tout ce qu'on lui dit, c'est faux. Et ce qui fait mal, comme je l'ai dit, c'est la complicité totale de l'État du Sénégal et de tous ses démembrements dans cette grosse opération. Voilà. Oui, le président qui refuse de comparaître, a-t-il changé d'avis ou bien il est toujours dans cette logique? Non, il ne va jamais changer d'avis. Il ne changera jamais d'avis. Ils l'ont déjà extrait par la force. Ils sont capables de tout. Je dis encore une fois, ils sont capables de tout. Quand on l'a vu aujourd'hui avec cette alerte grave de la crise cardiaque, et personnellement, franchement, c'est une nouvelle image qui m'est apparue par rapport à la gestion et des personnes impliquées dans cette affaire. Je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient aller jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire jusqu'au point où de laisser une personne sans soin. Jamais. Et pourtant, c'est ça. Donc, ce qui veut dire quoi? Ils veulent qu'il meure en prison? Je crois que oui. En tout cas, tous les actes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tous les actes, moi je juge les gens sur les actes qu'ils posent, concrètement. D'accord? Et les actes qu'ils ont posés, c'est-à-dire l'abandon sans soin, l'obsession de récupérer tous les dossiers médicaux, et sans possibilité, finalement, ça a servi à rien. Qu'on aille voir et qu'on l'amène chez le professeur Abdouba, puisqu'on ne sait même pas ce qui ressort. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Il est toujours au même point de départ. Et voilà. Et M. Baké Fall raconte n'importe quoi. C'est scandaleux. Et s'il le dit, c'est à dessein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vous met en prison, on nous a harcelé pendant 15 ans, on l'a enfermé pendant 2 ans dans des conditions difficiles. Ça veut dire qu'on veut attenter à votre vie. Ça, j'en suis personnellement convaincu aujourd'hui. Hissène Habré est-il en danger de mort à la prison du Cap-Manuel? Oui, parce qu'en fait, on peut vous tuer de 1000 façons. On peut vous tuer à petit feu, sans assistance. On vous laisse malade. Et oui. Et bien sûr, je crois que c'est l'une de leurs missions aujourd'hui. Parce que vous savez, on a beaucoup communiqué là-dessus. On a beaucoup communiqué. Moi, j'ai même parlé, notamment à Walfadjri. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé. Ce que M. Baké Fall dit, ça sort de son imagination. Et comme il est face à des gens complaisants, il peut raconter ce qu'il veut. S'il dit qu'il a un rapport régulier, patati patata, c'est totalement faux. Le docteur Ndiaye, on ne l'a pas vu depuis le 10 juin. Donc, je ne sais pas c'est qui. Il n'y a personne, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Voilà. Pour la question de la comparution, il y a justement le Baké Fall, procureur près des chambres africaines, qui dit que le président de la Cour a s'il le souhaitait, de demander qu'on aille chercher le président pour qu'il vienne de force comparaître. Vous répondez Comme quoi? je le dis, le président a le droit, c'est légal et c'est légitime de refuser de comparaître. C'est la disposition qui existe dans toutes les juridictions internationales, pénales internationales. Les gens ont refusé de comparaître, les gens ont dit ok, vous avez, c'est votre droit, et le procès continue. Ça n'empêche pas que le procès puisse continuer, le procès va continuer sans le président, mais ça rentre dans leur politique de spectacle, d'humilier quelqu'un et de vouloir le truc. Baké Fall aujourd'hui, sans la présence de Habré, ça manquerait du piquant. Ah non, de toute façon, non. Ce qu'on recherche par l'exposition du président, c'est l'humilier, c'est entacher son honneur, c'est l'exposer au monde entier. C'est tout simplement ça. Pourquoi ils n'ont pas voulu retransmettre le procès de Karim Wade, à votre avis? Pourquoi? Parce que ça a été une autre dimension, n'est-ce pas? Mais là, ils tiennent, ils foncent. Et d'ailleurs, on a parlé du CNRA et de la retransmission, puisqu'on y est. Voilà. Donc, le CNRA, donc, pour finir, par rapport à la comparution, je dirais que sur le plan légal, c'est légal de refuser de comparaître et la loi le lui permet.
Maintenant, M. Bakefal, c'est aujourd'hui qu'il se réveille pour penser que c'est le président du tribunal, mais la première comparution forcée, c'est bien lui par téléphone qui a donné l'ordre au directeur de la prison d'envoyer la brigade d'intervention pénitentiaire s'emparer du président. Et c'était un acte totalement illégal. Et quand nous, on l'a dit, c'est maintenant qu'il se réveille pour dire que oui, c'est le président qui doit prendre la décision. Voilà. Oui. Quand on vous dit qu'il y a au moins 250 journalistes accrédités pour ce procès, est-ce que là, vous ne manquez pas l'occasion de venir dire au monde entier qu'on est victime d'une injustice, que de refuser de venir comparaître? Non, de toute façon, la presse internationale où les 250 journalistes, nos avocats parlent, discutent, expliquent. Moi-même, hier, j'ai parlé à Al Jazeera. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, je parle sur WALF. Donc, on parle, on discute. Mais nous, on rentre pas. Le président, mais non, le président, c'est sa position. Oui. Il ne peut pas, dans un truc qui est vicié, pourri, avec des gens qui ne sont pas neutres, où il n'y a pas d'enquête, où il est le seul à être amené, il ne va pas cautionner en parlant. En entrant dans un schéma, dans un peloton d'exécution qu'on a préparé ici aujourd'hui au niveau des chambres africaines. C'est pas un procès. Si c'était un procès, si c'était quelque chose de normal, dès le départ, on aurait participé. Si la position du Sénégal, ça c'est une chose importante, la position du Sénégal, un pays qui aujourd'hui se retrouve avec cette image fissurée, qui est un pays qui accueille, qui se retourne, qui juge, qui attaque, qui organise ceci, cela. Non, c'est pas ça. Mais la politique de la chaise vide n'a jamais prospéré. Non, la politique de la chaise vide, c'est une position, ça dépend. Ça, c'est peut-être sur certaines tribunes, ce n'est pas efficace, mais ici, nous ne pouvons pas cautionner. Vous êtes d'accord avec moi que s'asseoir et parler, c'est cautionner. Cautionner des gens qui n'ont fait que violer tout un processus d'édition. Quels sont les droits de la défense qui n'ont pas été violés dans cette affaire? Et quand on a vu les gens aller au Tchad, ils ont fait quoi? Ils n'ont jamais enquêté. Ils ont fait des auditions, ils ont ramené, ils ont ramené. Quand on a vu l'implication de tous les gens, demain, aujourd'hui, Human Rights Watch, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait 1 mois que Reed Brody a passé au Tchad pour sélectionner les personnes qui vont venir. On a choisi majoritairement des femmes pour créer une émotion, pour dire que voilà, ce sont ces gens-là qui sont... Mais ces gens-là ne peuvent pas représenter des menaces pour un pays. C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a une dictature, elle élimine des opposants, des gens qui sont, par exemple, on va dire celui-là est imprésidentiable, c'est un homme qui a une base politique, il le menace et c'est pour ça qu'il l'a fait éliminer. Les ennemis de Hissène Habré, c'était les 10 chefs de guerre qui étaient aux côtés de la Libye et qui ont détruit leur pays. Ces 10 chefs de guerre, il y en a 2 qui sont décédés, mais les 8 sont là. Ils sont tous là, ils sont bien vivants. Certains ont fait la paix avec Hissène Habré. Ils étaient dans son gouvernement jusqu'à son départ. Donc des pauvres gens, des personnes comme ça qu'on a ramassées à droite, à gauche, qui ont eu des petits problèmes dans les commissariats, ne peuvent pas être le symbole d'une chose. Oui. S'agissant du refus du président de comparaître, Bakefal dit que oui, il a le droit de garder le silence, mais ses avocats ont l'obligation d'assurer sa défense. C'est faux, parce que donc déjà encore, ça se voit que c'est Élise Legal qui fait tout, parce que Bakefal, là aussi, il se plante magistralement. Il a ignoré c'est quoi un avocat. Alors, manquerait plus qu'aujourd'hui, les avocats obéissent au juge. Mais alors là, où est la justice? Vous avez un avocat, il va obéir au juge. Il ne va pas obéir à son client. L'avocat est mandaté par son client. D'accord? C'est ça la profession d'avocat, c'est ça la déontologie. Donc, M. Bakefal devrait déjà être plus sérieux dans ce qu'il dit, puisque quand même c'est répercuté sur la chaîne internationale. Ce dossier est très sérieux. Oui, mais donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit sérieux. Donc il ne faut pas qu'il nous raconte, non. Quand il nous raconte des petites mesquineries, il s'est nabré rabour des infirmières, nangam, c'est totalement faux. Et quand il dit que les avocats doivent venir, non. Un avocat, il écoute son client et c'est la déontologie. Maintenant... est-ce que vous ne courez pas d'avoir des avocats commis d'office? Oui, bon, ils vont le faire, mais attention. Ils sont dans cette logique-là? Oui, je pense, oui. On l'a dit dans un de nos communiqués, quand le président Kam a dit qu'il a écrit aux avocats « Je ne vous ai pas vu à l'audience préliminaire, vous devez venir, etc. » Les avocats lui ont répondu et je pense que c'était une espèce de truc, une petite argutie pour pouvoir désigner des avocats d'office. Vous savez, un avocat d'office dans une affaire comme ça, une affaire pénale, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez au moins des problèmes de conscience. Quand vous voyez que au niveau de la chambre d'instruction, quand ils ont été au Tchad,
Mais il n'y avait pas, la défense n'était pas là. Donc eux, s'ils étaient logiques avec eux-mêmes en voulant dire qu'on veut faire un procès juste et équitable, au niveau, dès leur première commission rogatoire quand ils partaient au Tchad, quand nos avocats leur ont dit clairement nous on ne va pas participer, ils devaient dire ok, prenons des avocats d'office parce qu'ils seront là pour eux aussi écouter, interroger, contester et tout ça. Donc aujourd'hui, si on nomme des avocats d'office, ils seront les complices des chambres africaines parce qu'ils seront d'abord payés par ces chambres. Donc vous voyez, on va avoir un procès totalement bizarroïde, si on veut, unique, où on va voir des avocats des parties civiles payés par les chambres africaines, des avocats de la défense payés par, soi-disant de la défense payés par les chambres africaines, et des problèmes certainement de conscience parce que les avocats vont savoir que ils sont en retard, ils n'ont pas pu aller au Tchad, ils ne connaissent rien du dossier, ils n'ont rien vu, et il faudra qu'ils assument et qu'ils passent sur tout le passif de cette affaire, ce chemin, comme j'ai dit, parsemé d'échecs et de violations de toutes sortes. Quelle attitude comptez-vous adopter si demain, lundi, le président Habré était extrait de force de sa cellule pour comparution? Oui, donc ce serait une violation de plus à dénoncer. Nous la dénoncerons comme on le fait. Encore autre chose, une chose aussi, je dirais donc par rapport à ça. Vous savez, quand on parle de procès juste et équitable, ils se sont beaucoup. C'est un gage. Non, ils utilisent ça comme un petit slogan publicitaire, alors que si on va au fond des choses. Un procès juste et équitable, ce sont des conditions, des éléments techniques très importants, dont l'un, par exemple, c'est l'égalité des armes. Vous voyez, l'égalité des armes dans les partis. Si vous voyez aujourd'hui cette affaire Hissène Habré totalement folle, vous avez qui d'un côté et qui de l'autre. C'est pour ça que quand vous dites qu'est-ce qu'on va faire, nous on va riposter avec les armes. Quand on a en face de nous cette grande coalition faite des pays occidentaux, de l'État du Sénégal, du consortium du Tchad, de tous ces démembrements et de tous ces gens qu'on recrute au niveau de la société civile pour pouvoir, parce qu'ils reçoivent des subsides de l'Union européenne et qui doivent donner des gages en donnant appui. Je dis aussi une petite parenthèse par rapport à, j'ai entendu hier M. Aboubakry Bodj de la RADO, qui je pensais être un homme un peu mesuré par rapport à ce qu'on a vu avec Alioune, qui a dit oui, Idriss Déby n'est pas là parce que on doit respecter le protocole de Malabo qui, comment dirais-je, qui donne, voilà, qui respecte, voilà, en exercice. Oui. Ben, je lui dis, il faut qu'il lise d'abord l'article 10 du statut des chambres africaines qui dit que, justement, le président de la République peut être poursuivi et qu'il n'est pas question de se prévaloir d'une quelconque immunité. Et c'est bien pour ça que les chambres africaines ont convoqué à 2 reprises Idriss Déby, comme ils l'ont fait pour Goukouni, comme ils l'ont fait pour beaucoup d'officiers, qui leur ont dit tous merde. Et ils leur ont dit, on ne vous reconnaît pas pour nous juger de quoi que ce soit. Vous voyez, donc ça veut dire que nous, on va se battre. Il y a une inégalité des armes, ce qui veut dire aussi qu'il ne peut pas y avoir de procès juste et équitable. C'est totalement impossible. Et nous allons nous battre avec Raymond et Allah Karim. Vos avocats seront-ils demain au tribunal? Ils seront là. Je pense qu'ils seront là. Ils ne seront pas à la place des avocats. Ils ne plaideront pas. Avec leur robe noire. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils vont, puisqu'ils ne participent pas, donc je pense qu'ils sont libres peut-être de porter, je ne sais pas très bien, c'est ce point de détail, mais voilà, donc ils ne participeront pas. C'est une façon pour nous de bien marquer notre condamnation de ce peloton d'exécution, de cette procédure unique qui fait honte à l'Afrique, où pour la première fois dans l'histoire, on voit un seul homme venir être présenté. Oui. Récemment, dans une interview que vous avez accordée au journal Le Populaire, vous disiez ceci: nous sommes en train de mener un combat politique, médiatique et mystique. Et là, je souligne mystique. C'est quoi? Vous jouez à vous faire peur là? Non. Non, je ne fais pas peur, c'est très sérieux. Ah oui. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Les pratiques mystiques font partie de notre être. Et effectivement, elles font partie de nous, elles font partie de notre combat. C'est tout à fait clair. Voilà. Donc vous promettez l'enfer à tous non, non. Je dis Allah Karim et je dis que des gens que nous ne connaissons pas, des gens qui ne nous connaissent pas, à qui on n'a absolument rien fait, se sont coalisés pour de l'argent. Il n'y a que l'argent. On ne voit que de l'argent, on ne voit aucune justice, que des milliards détournés
des milliards du peuple tchadien qui ont été détournés et qui sont ici aujourd'hui en train de pourrir ces procès. Et je dirais que donc nous on se bat avec toutes les armes. Nous sommes des Africains. On se bat aussi sur le plan mystique. C'est une grande réalité. Ils n'ont qu'à se mettre ça dans la tête. Ok. Nous allons progresser un peu, Madame Abré. Il nous reste peu de temps. Pour le symbole, les chambres africaines prévoient aussi que ce procès soit filmé. Les avocats d'Abré avaient porté cette affaire devant le CNRA et avaient obtenu gain de cause. Sauf que là, le procureur Mbacké Fall qui déclare que cette interdiction du CNRA n'est qu'un avis et l'article 36 du statut des chambres africaines est au-dessus de cet avis. Vous répondez quoi? Je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux, d'autant plus que ils ont fait les ONG ont fait un recours auprès du CNRA qui a été rejeté. Je dis que l'ensemble des médias au Sénégal est soumis au CNRA, au respect du CNRA. D'accord? Au respect des décisions du CNRA. L'ensemble des médias opérant au Sénégal, quelle que soit cette forme, que ce soit des sites internet ou autres. Vous savez, Mbacké Fall avait commencé au départ en disant nous allons. C'est ce qui est interdit, c'est la retransmission directe. C'est faux. Ce qui est interdit, c'est toute diffusion. D'accord? Et ils ont voulu jouer et manipuler l'opinion en disant il y a un différé. C'est faux. Donc voilà, c'est totalement faux. Les médias au Sénégal sont soumis à la réglementation et à l'obéissance du CNRA. Maintenant, dans leur chambre africaine, ils ont prévu des statuts. Oui. D'accord? Dans l'article 36. Oui, ils ont prévu que il écrit ce qui suit, si vous permettez, que les audiences devant les chambres extraordinaires africaines, sous l'autorité du procureur général, sont filmées et enregistrées afin d'être diffusées, sauf si cela contrevient aux mesures nécessaires à la protection des témoins et autres participants. Très bien. Écoutez, c'est très simple. Vous pouvez faire un statut. Vous savez, ça repose toute la question de la légalité des chambres africaines. Vous savez, quand vous prenez ce statut des chambres africaines, que vous le lisez de A à Z, que vous envoyez l'esprit et tout, on est choqué par deux choses très importantes. C'est pas parce que les chambres africaines ont mis des tas d'articles, ce qu'ils veulent, que c'est légal. Mais on nous a empêchés de le faire déclarer officiellement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que tous nos recours là, ça visait à l'illégalité et à beaucoup de points sur ce statut. Et leur argument de défense, c'était pas de dire bon venons, allons et démontrons que nous sommes dans la légalité. Non, c'était des magouilles politiciennes pour bloquer les recours et gagner du temps. Donc ça prouve bien qu'il y a une présomption de mauvaise foi de leur part. Autre chose, quand vous voyez ces statuts, son esprit, c'est quoi? Ils se sont attelés à deux choses qui sont importantes. On a accordé des immunités en pagaille aux juges. Immunité de ceci, immunité de cela. Et deuxième chose, des indemnités. Ils se sont attachés des articles nombreux sur les indemnités, sur le fait qu'elles ne doivent pas être fiscalisées et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà on a l'impression des gens, on sait qu'on leur demande quelque chose de mauvais, c'est pour ça qu'ils cherchent à tout prix à avoir des immunités. Et en plus, il y a l'argent. C'est les deux choses. Ils se sont même arrangés pour prévoir que les marchés que les chambres africaines allaient donner, il ne fallait pas que l'ARMP puisse les analyser. Et ils ont dit c'est qui? C'est un organisme de l'OUA qui est en Éthiopie. vous imaginez? Oui. Donc j'ai dit une chose, c'est que le CNRA a pris une décision. Monsieur Mbacké Fall, il joue à partir d'un feu vert politique et il fonce. Qu'est-ce que vous gêne dans le filmage de ce procès? Le monde entier a besoin de connaître la vérité. Non, Pierre-Edouard, si vous regardez un peu l'histoire des procès, que vous prenez le procès de Nuremberg, que vous prenez le procès de Barbie, de Papon, tout ça, si vous lisez... Le procès de Nuremberg a été organisé dans un stade de football. Non, attention. Non, attention. Mais ce n'est pas une référence, parce que ça a été beaucoup critiqué après. Ça a été beaucoup critiqué. On a dit que c'était la justice des vainqueurs et que c'était pas quelque chose de bon. Mais après, en France, vous voyez, aujourd'hui, tous les procès qui ont été filmés, on a mis dans une boîte, on les a fermés. On a dit, on attend 30 ans. On attend 30 ans pour que, après 30 ans d'abord, on diffuse. Si vous regardez la décision du CNRA, elle est hyper motivée avec des données sociologiques, politiques, des données vraiment importantes de considération de la presse. Ils ont même dit le droit à l'oubli, que c'était important. Ok. Donc, nous, on pense une chose. On a fait une deuxième requête auprès du CNRA et nous attendons. Et je pense que le CNRA a les voies et moyens de faire respecter sa décision. Vous la patate chaude au CNRA? Non.
C'est pas ça, on exerce un droit. On exerce un droit. On a fait un recours, on a eu gain de cause. Monsieur Bakefal, imbu de sa personne et du feu vert politique donné par le président, il fonce, il viole tout. Donc nous, on ressaisit le CNRA, on attire l'attention sur la violation de sa décision par la RTS et nous demandons simplement, et nous on pense, on a confiance, on sait que le CNRA a des voies et moyens pour faire respecter sa décision. Dans le cas où c'est pas fait, mais c'est un échec de plus. C'est un échec de plus à mettre sur ce chemin cabossé, tortueux et qui mène à ce faux procès. Donc, c'est un échec de plus parce que pourquoi ? Vous avez une institution respectable qui a eu le courage de dire ce qu'on dit beaucoup de choses, de personnes dans le monde dans le cadre de ces procès. Mais c'est encore foulé aux pieds, c'est encore une violation, ça affaiblit, c'est encore une défaite du droit et une victoire, si on peut dire, de l'arbitraire et des abus. La RTS, diffuseur exclusif de ce procès, donc propriétaire des images et non le tribunal. Ça vous laisse de marbre? Non, mais c'est encore des violations. Et d'ailleurs, je dirais, même si vous avez fait attention, au départ, quand ils ont dit qu'on fait un accord avec le Tchad, ils ont dit que c'est toutes les télévisions qui allaient être associées. Et puis après, il y a une petite magouille et c'est la RTS qui est exclusif. Donc, voilà. Donc, nous, on pense que ça ne nous étonne pas qu'il y ait du forcing. Ça ne nous étonne pas que l'Afrique soit une terre de non-droit, puisque ce qui se fait ailleurs, on ne veut pas l'appliquer. On ne veut pas considérer que les Africains sont des sujets de droit, que l'homme africain aussi doit être un sujet de droit. Nous sommes seulement des bêtes corvéables. Merci. Oui, pour finir, Habré, qui risque, selon Bakefal, au minimum 30 ans de prison et pas de possibilité de grâce ou d'amnistie, vous risquez de ne plus revoir votre mari à la maison. Les enfants également certainement seront privés de leur père de manière définitive. Cette perspective vous déchire-t-elle le cœur? Non, oui, bien sûr, mais ça c'est des considérations en fait qu'on va voir après. Et je dirais que Bakefal, c'est qui? Et lui, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. C'est un exécutant. Pour moi, vraiment, il n'a pas beaucoup d'importance. On connaît beaucoup de choses sur lui, ce qu'il a fait au Tchad. Il ne perd rien pour attendre. Ah oui. On le dira un jour. Vous allez déballer tout. On va le dire un jour ou l'autre. On l'a suivi dans ses audiences avec le Premier ministre tchadien. On l'a suivi dans son audience un peu en catimini avec Idriss Déby. On verra. Je dis, nous, on croit en Dieu. Eux, ils n'ont qu'à faire leur complot. Tout ce qu'ils font, je dirais que si vous voyez, regardons l'évolution des relations entre le Tchad et le Sénégal depuis que nous sommes dans ce pays. Le Tchad, si Sénabré a respecté son obligation de réserve, c'est pour ne pas gêner les relations diplomatiques entre le Tchad et le pays. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Je crois qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais est témoin pendant 25 ans. Quel genre de relation on a vu entre le Tchad et le Sénégal? Est-ce que quelqu'un un jour a vu ici Idriss Déby venir dans le cadre d'une visite de coopération, amitié, coopération, nangam? Rien du tout. On a deux pays, deux États, aujourd'hui deux présidents, qui n'ont pas d'autre obsession qu'un tête-à-tête entre frères et amis pour discuter du sort réservé au président Habré. Ça, c'est quoi? C'est haram. C'est haram, c'est encore haram et ce sera toujours haram. Donc, des actions qui sont comme ça ne peuvent pas amener quelque chose de bon. Et nous, on a foi en Dieu et on dit Allah Karim et on va voir. Et nous sommes en position de combat, comme on dit. On va combattre avec nos armes, celles qu'on a, elles sont faibles, mais on fera face. Merci. Fatimé Raymond Habré, épouse de Hissène Habré, ancien président du Tchad. Hissène Habré, dont le procès s'ouvre demain, lundi, ici à Dakar. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.